après-midi, on va parler de deux choses. On va d'abord parler de diversité dans la sélection. Ce matin, on a parlé de contexte climatique et faire de la sélection en bio pour la bio. Et là, on va se dire en bio, on peut aussi ajouter de la diversité génétique dans la sélection. Et puis ensuite, on va se poser aussi la question des filières. J'ai entendu Bénédicte tout à l'heure dire que tant que les distributeurs n'auront pas conscience qu'il faut financer la sélection, eh bien, on aura du mal à avancer. Eh bien, ça sera le thème de la deuxième partie de cet après-midi. Voilà. Et pour introduire la première partie sur la diversité dans la sélection, je vais laisser la parole à Jérôme. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, toutes mes excuses de ne pas avoir été là ce matin pour les échanges et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Jérôme Angelbert, chercheur INRAE. Je travaille dans l'équipe DEAP où Isabelle Gollringer travaille et je m'intéresse à la diversification, notamment la diversification intra-parcelle. Je vais vous faire un point un petit peu de résultats sur l'impact de la diversité sur certains services écosystémiques. Peut-être que c'est très, très présent dans vos têtes, mais voilà, je vais survoler quelques axes de diversification et le lien avec la sélection également. Donc voilà. Donc un premier point sur... je me mets là, c'est bien comme ça. Un premier point sur la diversification, à quelles échelles elle peut se faire. On peut déjà travailler sur les allèles qu'il y a à l'intérieur d'un génotype, ces gènes, mais souvent ça se passe au niveau de la sélection des génotypes et donc de l'assemblage des gènes pour faire des génotypes adaptés à des systèmes de culture ou résistants à des maladies. Et ensuite, les échelles auxquelles on travaille beaucoup moins, mais qui sont très importantes, c'est la diversification. Alors, je vais essayer d'utiliser un pointeur. Donc, la diversification aux échelles des parcelles. Donc, on peut faire des mélanges de variétés, des mélanges d'espèces, de l'agroforesterie. Et enfin, on doit raisonner également à l'échelle des paysages. Et donc, on va survoler quelques points d'éclairage sur ces axes de diversification. Un premier résultat, il y en a de nombreux dans la littérature, mais un premier résultat qui a été produit par une expertise collective, INRAE et CIRAD également, en 2023, ça a été de faire le tour de la bibliographie sur quels sont les impacts des diversifications sur le contrôle des bioagresseurs. Et donc ce qui a été montré, c'est que toute diversification est généralement vertueuse pour le contrôle des maladies, avec des effets très forts des associations d'espèces, mais les mélanges de variétés, l'agroforesterie, les rotations ont un impact très important. Sur le rendement, on a des pratiques aussi en agroforesterie, en mélange d'espèces et en rotation qui sont assez forts, moins forts en mélange variétaux. Et sur la biodiversité, on a également tous ces axes de diversification qui ont un impact positif sur la biodiversité associée à nos systèmes de culture. Et une première image de cet impact de la diversification que j'aime bien, c'est le travail de collègues Delphine Renard et David Tillman, qui ont montré que quand on s'intéresse à la stabilité de production agricole d'un pays, donc ça c'est sur des statistiques à l'échelle du pays, donc sur 50 ans de statistiques FAO, et donc ça représente 160 espèces cultivées sur l'ensemble de cette étude et 91 pays qui sont analysés. Si on s'intéresse à la stabilité entre les années de cette production agricole, eh bien, le premier facteur qui apparaît, c'est la diversité des espèces cultivées dans le pays, avant l'utilisation d'irrigation, avant l'utilisation d'azote. Et donc ça, c'est un résultat assez majeur qui montre que on a besoin de réfléchir la diversification à des échelles même qui sont de l'ordre du pays. Le deuxième point, c'est la diversification à l'échelle des parcelles, qui est assez peu pratiquée encore. Mais donc si on s'intéresse à des mélanges céréales légumineuses qui ont été beaucoup travaillés par nos collègues agronomes, ici un travail de Laurent Bédoussac et Éric Juste, on peut montrer que dans la majeure partie des cas, on a un avantage. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de cette figure-là, mais il faut se dire que cette ligne 1, là, c'est les mélanges font à peu près la même chose que les cultures séparées.
Et puis dès qu'on est sur ces autres courbes de niveau, on produit plus. Et donc là, on est aux alentours de 25%, ici 50% d'avantage à faire des mélanges de céréales et de légumineuses. Donc on a quasiment à chaque fois un gain à assembler des légumineuses et des céréales dans une même parcelle. Ça, c'est un autre travail qui est très intéressant, où au lieu de comparer à la moyenne des productions des deux types d'espèces, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la meilleure des composantes du mélange. On se dit, c'est la céréale qui produit le plus dans ce système-là, et on ne la prend pas juste comme ça, on la prend en plus dans un système plutôt conventionnel, c'est-à-dire avec une productivité assez forte. Ben, ce qu'on voit, ici aussi, c'est que en fait, on perd à peine 4% dans des systèmes dans lesquels on a réduit complètement l'utilisation d'intrants. On perd à peine 4%, donc on maintient la productivité dans un système dans lequel on a enlevé les intrants azotés et dans lesquels on a fortement réduit l'utilisation de pesticides. Donc c'est juste pour illustrer l'impact très fort de ces mélanges d'espèces et la nécessité qu'on a aussi de diversifier, de repenser nos systèmes de culture de fond en comble. Et ça, c'est un résultat dans le cadre du projet Mobidiv qui s'intéresse justement à la sélection et au secteur semencier et comment il peut adopter des pratiques de sélection pour des mélanges de variétés et des mélanges d'espèces. Et ce qu'on voit sur cette figure-là, je vais passer très rapidement, c'est que sur 3 cas sur 4, on diminue très fortement dans le réseau défi ferme, on réduit très fortement l'utilisation de pesticides dès qu'on pratique des mélanges d'espèces. Et là, sur le poids, par exemple, on baisse de 70% l'utilisation de pesticides. Bon, je parle à des bios qui sont à zéro, donc excusez-moi, mais c'est juste pour insister. Et d'ailleurs, sur ce point-là, effectivement, on ne la fait pas aux agriculteurs en agriculture biologique, puisque les mélanges, c'est une pratique qui est assez classique pour pas mal d'agriculteurs impliqués dans la bio. Et donc, une étude ici qui est très intéressante de Barbieri et collaborateurs, où on montre que les rotations sont plus longues et qu'il y a plus d'espèces dans une ferme en agriculture biologique que dans une agriculture conventionnelle. Ça, c'est au niveau mondial. Hein. Il y a des contrastes en fonction de l'Europe, des États-Unis. Et ça, c'est un résultat très récent d'Élodie Yann, qui a fait sa thèse dans le cadre du projet Mobidiv, à SADAPT avec Philippe Martin et autres collaborateurs. Elle a pris les statistiques, les enquêtes au niveau national, et elle a regardé qui fait des mélanges de variétés au niveau français. Et ce que vous voyez ici, c'est sur 2 années, 2021-2022, pardon. Ici, en conventionnel, la partie verte, c'est le pourcentage d'agriculteurs qui font des mélanges variétaux sur blé, hein, j'aurais dû préciser. Et ici, c'est la partie sur 2 années en agriculture biologique. Donc vous voyez qu'il y a presque 3 fois plus d'agriculteurs qui font des mélanges quand on est en agriculture biologique par rapport au conventionnel. Donc les agriculteurs en bio sont bien conscients des avantages qu'il y a à faire des mélanges, parce que notamment ça permet de stabiliser les productions dans des contextes très fluctuants qu'on connaît de plus en plus. Et je vais vous donner une dernière illustration, qui est une illustration qui vient de loin. Donc c'est une collègue, Elisabeth Fournier, qui travaille dans l'équipe FIM à Montpellier. Et ils ont fait une étude tout à fait éclairante sur le riz dans une province du Yunnan. Donc ce sont les terrasses du Yangyang. Et ils se sont aperçus que dans cette zone, depuis, on pense, des centaines d'années, on a une culture une monoculture presque de riz. En fait, le paysage est un peu plus complexe que ça, en altitude, et dans laquelle il n'y a pas d'impact très net des maladies, et notamment d'une maladie qui est dramatique sur l'ensemble de la planète, qui est la périculariose. Et donc on traite systématiquement le riz contre cette maladie, et dans ce paysage-là, cette maladie n'a pas d'impact fort. Et on s'est aperçu en fait que il y a un système traditionnel de maintien des variétés
Merci. Un système traditionnel de gestion des variétés qui fait qu'on a une diversité unique sur ce paysage, c'est-à-dire qu'on a pratiquement la diversité mondiale des riz cultivés dans ces paysages de terrasse. Donc ici, une diversité énorme sur Indica. Et ici, il y a même du Japonica, donc les 2 sous-espèces de riz qui sont présentes sur le paysage. Et ici, vous avez des échantillons de la diversité mondiale. Donc vous voyez que la diversité de cette région est colossale. Et c'est juste pour montrer comment une utilisation de cette diversité-là permet de tromper en fait les pathogènes et notamment de mieux gérer les résistances et d'avoir une véritable durabilité, un équilibre entre les populations pathogènes et les populations cultivées. Et je fais un dernier flash très rapide sur, on a parlé de la nécessité de rémunérer la sélection. Il y a plus largement une nécessité de rémunérer la conservation, la gestion des ressources génétiques. C'est un bien commun de l'humanité qui est insuffisamment reconnu, notamment quand il est dans les mains des paysans. Et donc ça, c'est juste un exemple pour vous montrer quand on a un problème. Ça s'est passé en 99, il y a eu une émergence de rouille noire en Afrique de l'Est. Et ce qui a été fait, c'est qu'on a déployé, on n'avait pas de résistance. En fait, la plupart des variétés sur la planète étaient sensibles à cette nouvelle souche. Donc il y a eu un signal d'alarme et on a sorti les ressources génétiques des banques de gènes. Et il a fallu une dizaine d'années pour tester ces variétés, faire des croisements et sortir des variétés résistantes. Donc c'est long, c'est un processus très long. Si vous avez des ressources génétiques qui sont dans des populations, des MHB par exemple, et qui sont dans les mains des agriculteurs et que vous avez une bonne partie de la diversité génétique qui est dans les mains des agriculteurs en gestion à la ferme, eh bien si vous avez à un moment donné une émergence de maladie, les gènes sont déjà dans les parcelles. Et il suffit de demander à vos agriculteurs où est-ce qu'il y a des résistances. En plus des pépinières des sélectionneurs qui sont des ressources très importantes. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on a la possibilité de faire un screening très rapide et que cette distribution des ressources génétiques est un moyen d'augmenter la résilience de nos systèmes agricoles. Donc c'est très important qu'on appuie aussi la gestion à la ferme et qu'on connecte aussi la gestion à la ferme avec la sélection formelle. C'est un point très important. Et c'était mes principaux messages. Merci pour votre attention et je remercie les collaborateurs avec une pensée pour Isabelle Gollinger. Et ben maintenant, on va vous donner quelques exemples il va y avoir 2 exemples d'expériences de sélection avec de la diversité génétique. D'abord, on va parler d'une expérience qui se passe au sein d'Union Biosemences, donc avec Vincent. Donc juste, moi, je me présente, je ne me suis pas présentée tout à l'heure, je suis Estelle Serpolet et j'ai une activité de développement de la biodiversité cultivée. Et c'est à ce titre que j'accompagne avec Laurence Union Biosemences sur ces questions de sélection pour la bio. Et donc, je ferai cette présentation avec Vincent, que vous avez déjà vu. Voilà, donc on va vous raconter ce qu'on fait à Union Biosemences avec la COSEBI et Biocer sur de la sélection. Alors, désolé, on va encore parler de blé, mais tout à l'heure, vous verrez, on changera d'espèce. Donc, on va vous parler d'un exemple de sélection participative à haute diversité génétique en blé tendre. Et donc, on fait ça à Union Biosemences, COSEBI Biocer, avec aussi l'INRAE, et donc Isabelle Gollinger qui aurait dû présenter à ma place. Donc je ne vais pas dire les mêmes choses qu'Isabelle, mais vous verrez pourquoi. Et d'abord parce que... D'abord un contexte. Oui, d'abord un premier point de contexte, et je trouve que ça fait écho aux échanges qu'on a eus ce matin sur se dire que finalement il n'y a pas un système bio, on est très diversifiés nous les bio, il y a plein de choses. Donc j'ai essayé de le schématiser comme ça. Nous, nos systèmes grande culture, on a une grande diversité de pratiques, et c'est vraiment important de se garder ça en tête, la diversité. On est divers. J'ai essayé de le présenter sous forme d'un gradient, par exemple sur la disponibilité en azote dans nos systèmes. On a des agriculteurs qui sont sans intrants organiques et on va même avoir des agriculteurs qui sont sans légumineuses fourragères, donc qui ne vont pas intégrer d'azote disponible facilement dans le sol, dans leur système. À l'inverse, là où on va avoir un gradient fort, c'est on va avoir des paysans qui sont éleveurs, donc qui vont ramener la matière organique de leur élevage sur leur champ. On va avoir des gens qui font appel à des intrants extérieurs organiques et du coup, on va avoir des systèmes qui vont être complètement chamboulés. Donc se dire qu'on va avoir une seule méthode de sélection
Aujourd'hui, la méthode de sélection principale, si elle est basée sur le conventionnel, on va essayer de se mettre là, sur la gestion des adventices aussi en bio, essayer d'être assez radical, on ne veut pas avoir d'adventices et essayer d'être au maximum de la disponibilité en azote avec la performance derrière de rendement. Ce n'est pas le cas dans nos terrains. Bien sûr, on a des terrains où on va chercher la performance, mais on est très divers. Et je pense que comme on est très divers, on a le mérite d'ouvrir de nouvelles méthodologies de sélection, et c'est ce qu'on va essayer de vous présenter après. Donc ça, c'est le premier point, c'est on est divers dans nos pratiques. Bien sûr, on est divers dans nos pédoclimats. Et la bio, elle met davantage en valeur cette diversité de sols, parce qu'en bio, on n'a pas de standardisation. On n'apporte pas d'azote disponible facilement aux plantes. On ne standardise pas nos sols. Le sol, c'est la base de nos systèmes, et nos sols sont très différents en fonction de nos fermes. Deuxième point, c'est la diversité des pédoclimats. Et le troisième point, c'est qu'on a une diversité de pratiques. On va chercher des choses, tout à l'heure on parlait d'agriculture régénérative, on va avoir des agriculteurs qui sont novateurs, qui vont chercher de promouvoir la biodiversité cultivée, ils vont y chercher à mettre des arbres dans les parcelles, etc. Et donc tout ça, ça nous fait écho qu'on n'est pas sur le même plan. On doit donc proposer différentes méthodes pour répondre à ces plans différents. Et bien en fait, c'est en faisant ce constat-là à UBS il y a depuis 2017 qu'on a fait le choix de partir dans des nouvelles méthodes de sélection et notamment de méthodes qui seraient basées sur la promotion de la diversité génétique. Je crois que c'est à toi. Et donc, pour développer cette diversité génétique qui est un atout face à la diversité des pratiques, des sols, des gestions, des pédoclimats, on va répondre aussi avec une démarche participative qui se fait avec une diversité d'acteurs. Donc, la recherche participative qu'on pratique à UBS, elle est basée sur 3 types d'acteurs. Donc, les agriculteurs qui sont dans les coopératives, une équipe de recherche qui est à l'INRAE, l'équipe d'Isabelle Goulringer, et puis un acteur un peu qui va faire le lien entre les différents acteurs, qui est l'animateur. Donc là, pour le coup, c'est moi. Et en fait, j'ai mis Union Biosemences entre les agriculteurs et l'animation parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis un acteur extérieur qui accompagne UBS, mais peut-être qu'un jour, c'est une activité qui pourrait être portée par UBS qui ne rassemble pas que des agriculteurs, mais qui a aussi un peu une autre fonction. Donc voilà le cadre de recherche participative de ce qu'on fait à Union Biosemences. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, en fait, on développe des nouvelles populations. Donc là, ce qu'on va vous raconter un peu, c'est comment ça se passe. On les crée, ensuite, on les multiplie et elles sont sélectionnées à la ferme. Ensuite, on les évalue et ensuite, peut-être qu'elles seront notifiées avant d'être vendues. Alors, les populations qui sont travaillées à Union Biosemences, il y en avait 3. Qui ont été créés en 2018 et en 2019. Ce sont des CCP, donc des Composite Cross Populations, ça veut dire des populations croisées composites. Et en fait, j'aurais dû mettre l'autre diapo avant. Regardez, voilà. En fait, le principe, c'est qu'on prend plusieurs parents qu'on croise, ensuite on mélange la descendance des croisements, et ensuite on multiplie, et pendant qu'on multiplie, on sélectionne. Voilà. Et on sélectionne de différentes manières, c'est ce qu'on va vous montrer. Et en fait, quels sont les parents qui ont été et quelles sont les populations qui ont été créées avec l'INRAE pour UBS et avec UBS. Donc, ce sont 3 populations avec des parents, les 2 premières avec des parents plutôt blé anciens, la 3e avec 4 variétés modernes et 2 variétés entre guillemets anciennes, des populations a priori plutôt orientées vers la boulangerie avec des caractéristiques de parents qui étaient plutôt adaptés à des terres riches ou à des terres pauvres. Voilà. Et puis ensuite, donc ça c'est comment on les a créés sur le plan génétique et puis sur le plan humain, c'était un choix concerté en fait entre un agriculteur de Bioserre, des agriculteurs de Cosebi Bioserre avec l'INRA. Donc dans une discussion, une réflexion collective. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces populations et comment elles évoluent? Donc finalement, ce qu'on vous a présenté, la démarche, on fait des croisements, on laisse la diversité et après on va sélectionner. C'est une démarche qui est assez typique de ce qui peut se passer par ailleurs.
la grande spécificité de notre méthode, c'est ce que j'ai essayé de vous schématiser. Alors c'est un schéma, c'est simplifié, mais j'espère que ça va être parlant. Finalement, tous les petits points que vous aviez au précédent, les croisements, donc là c'est la première génération de croisements, donc issus des 6 parents, croisés 2 à 2. Chacun des individus de la génération 1 sont indiqués par une petite bande. Et qu'est-ce que c'est que l'évolution? Qu'est-ce que c'est une population dynamique? C'est qu'en fonction du terroir, ça va évoluer différemment. Donc on va récolter l'ensemble. Ici, c'est schématisé distinctement, mais il faut imaginer que dans la parcelle, c'est la même chose. Tout est rassemblé ensemble. Toutes les variétés, tous les individus sont bien ensemble. On va les multiplier une deuxième année. Et ce qui peut se passer dans les champs, c'est qu'il peut y avoir de la génération nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a des croisements qui sont possibles et des nouveautés qui vont apparaître. Donc des couleurs qui n'étaient pas présentes avant, parce qu'il y a des croisements, notamment par le vent, qui peuvent être occasionnés. On va voir qu'il y a certains individus qui vont régresser assez rapidement parce qu'ils ne se plaisent pas dans le terroir, là où ils sont cultivés. Et à l'inverse, au fur et à mesure du temps, quand on va les multiplier toujours dans le même terroir, et ben des individus vont être plus prépondérants parce que mieux adaptés au terroir où ils sont. Donc ça, c'est vraiment la clé de la population dynamique évolutive. Et c'est ce qu'on a mis en place donc, avec ces différentes CCP. On les a mis dans des terroirs différents. Ces 3 CCP, initialement, on les a mis dans des terroirs plutôt fertiles, Normandie, et des terroirs plutôt difficiles ou à faible potentiel, côté Bourgogne. Et donc, une fois que ces populations elles ont été créées, elles vont être sélectionnées en même temps qu'elles sont multipliées. Et là, en fait, il y a plusieurs manières de faire. En gros, grosso modo, pour le moment, il y en a un peu 2 principales dans le groupe de sélection participative ici. Il y a Vincent, qui est plutôt sur une évolution naturelle dynamique. Il va vous expliquer comment il fait. Et puis, j'essaierai de vous transmettre comment fait Jean-Pierre, qui fait plutôt de la sélection massale. Et dire toujours sur l'aspect participatif, c'est que ils font leur sélection un peu chacun, mais on a toujours des réunions en fait de ce groupe qui font qu'on a des discussions et qui font progresser en fait les uns les autres. Ça nous inspire, on essaye de se mettre des protocoles, etc. Donc voilà, chacun fait sa sélection, mais inspiré et discuté avec à travers les groupes. Moi, je pense que c'est vraiment la chance d'une démarche participative, c'est que j'ai exposé mon cas, ma situation à la ferme lors d'une réunion, et j'ai dit, moi, je veux faire dans ce sens-là. Et on ne m'a pas dit non. On m'a dit, oui, vas-y, fais, c'est l'objectif. Il faut voir si on peut décider des orientations différentes en fonction de qui nous sommes, puisque nous sommes diversifiés. Je vais vous présenter la façon dont je travaille à la ferme. Chez moi, on est sur des potentiels difficiles. Je suis en Puisée, c'est une petite région agricole de Lyon, dans l'ouest de Lyon, où historiquement c'est du bocage, c'est de la pâture et c'est de la sylviculture. La céréale est arrivée très tardivement, dans les années 70, grâce au drainage. On a des terres qui sont hydromorphes. C'est des faibles potentiels. Moi, je suis la 2e génération. C'est mon père qui est passé en bio. Et je me mets dans ce cadre de potentiel faible. Mon objectif à moi dans la sélection, c'est pas d'aller chercher le performant, c'est pas d'aller chercher le meilleur, c'est de se dire que j'ai des sols qui sont difficiles, je vais plutôt aller chercher ceux qui s'adaptent. Donc j'ai demandé lors de la réunion, est-ce que je peux mettre mes CCP dans des conditions sous contrainte. Et qu'est-ce que c'est une condition sous contrainte? C'est 1, d'être dans mes sols, qui sont quand même assez difficiles, et 2, je vais rajouter des éléments. Par exemple, j'ai fait le choix de placer mes multiplications en fin de rotation. On sait, en bio, la rotation, c'est essentiel, à la fois pour subvenir aux nutriments, notamment à l'azote, mais c'est aussi essentiel pour gérer les adventices. Je suis en fin de rotation, donc je me mets dans des situations sous contrainte. Il y aura de la pression adventice et il y aura une faible disponibilité en azote. Et je rajoute certaines années, je ne le fais pas tout le temps, mais là depuis 3 ans c'est le cas, je rajoute un élément contraignant, c'est de la compétition. Alors ça peut paraître, pourquoi se mettre de la compétition avec, donc, pardon, j'ai pas dit, mais avec la mise en place d'un couvert vivant de trèfle violet. Je le fais pas pour me faire plaisir et pour essayer de trouver les plus robustes et pour être méchant, je le fais parce qu'il y a une démarche aussi très forte orientée sur l'agroécologie. Le trèfle, pour moi, c'est des sols hydromorphes, mais c'est aussi des sols battants. C'est ultra important qu'on ait des sols qui soient protégés pendant l'été. Donc le fait d'avoir implanté mon trèfle avec mon blé ou mon trèfle déjà implanté dans lequel je sème mon blé, ça a une valeur de conservation de mon patrimoine sol qui est vraiment important.
Donc je fais ce travail-là de multiplication. Ici, vous avez une photo des différentes modalités qui sont testées sur la ferme avec les moyens qu'on a. Ça, c'est pareil, on est dans du participatif, mais on n'a pas beaucoup de moyens, on fait comme on peut. On a beaucoup de passion, on a beaucoup d'envie. On aimerait avoir du matériel extraordinaire, mais en fait, on fait aussi avec les moyens du bord. Et la méthode qu'on s'est proposé de tester accepte ça. Je pense que c'est bon. D'autres photos, donc là vous voyez un petit peu l'état du trèfle et les différentes modalités testées. Alors j'aime bien aussi montrer la photo du centre parce qu'un des critères aussi essentiels, c'est de trouver du sens à son métier. Et parfois quand j'invite les gens à venir à la ferme, le côté esthétique a une importance. Alors effectivement c'est assez sympa de voir une diversité, c'est pas ce qui me nourrit, mais ça fait parler les gens. Et les gens prennent conscience de ce qu'est la diversité cultivée à travers simplement l'observation d'une modalité où il peut y avoir différentes couleurs, différentes hauteurs, et des barbus, des pas barbus. Donc voilà, en tant que tel, en utilité agronomique, j'y vois pas grand-chose, mais déjà ça sensibilise aussi. Et pour moi, c'est déjà un premier point important. Et puis pour essayer d'expliquer ce que fait Jean-Pierre, qui n'est pas là. Donc lui, son contexte, il est complètement différent de celui de Vincent. Il est dans des sols à fort potentiel dans la région de Malherbe, dans une ferme qui est en bio depuis les années 70. Voilà. Et Jean-Pierre, lui, il va plutôt vraiment aller choisir ses épis dans chacune des populations qu'il a. Donc il fait de la sélection massale. Et là, il a lancé plusieurs pistes. Il a lancé des populations précoces, des populations soit très hautes, soit très basses, des populations rustiques. Et puis, il a fait aussi des fois population, je prends que les beaux épis, il m'a dit. Je dis, mais c'est quoi pour toi beau? Et en fait, voilà. La beauté d'un épi pour Vincent, ça ne va pas être la même notion que pour Jean-Pierre, mais c'est ça aussi, la sélection, c'est pas qu'une science, c'est aussi un art. Et par contre, quand Jean-Pierre fait ses sélections, il fait attention, il nous le dit en réunion, de toujours garder de la diversité dans les épis qu'il choisit. C'est-à-dire qu'il va resserrer la diversité sur un critère, mais quand même en garder pour que ça continue d'être des populations dynamiques. Voilà. Et voilà, là je vous ai montré un petit peu, c'était histoire de faire le pendant de ce qu'il y avait chez Vincent pour montrer la différence de terroir. Et donc avec ces différentes sélections qu'on peut faire, eh bien, en fait, quand on crée des populations, eh ben, en fait, au début, on en avait 3, et puis, en fait, après, on ne sait même plus combien on en a, tellement il y en a, parce qu'on est parti des 3 populations de base qu'on a appelées équilibrées. Puis après, il y en avait pour lesquelles Isabelle Goldringer, elle nous a dit « Ah oui, mais alors, quand j'ai fait ces croisements-là, en fait, il me reste plein de semences de tel et tel et tel croisement. » Et on a dit « Eh bien, tiens, faisons des populations avec eh bien, le surplus du grain. » Voilà, on va les appeler les populations excédentaires. Peut-être que ce seront des populations qui donneront plus de rendement puisque ces croisements ont donné plus. On ne sait pas, mais essayons. Et puis, Jean-Pierre, lui, il a voulu en plus observer les croisements biparentaux un par un. Donc les croisements biparentaux, vous avez vu, il y avait 6 parents pour chaque CCP qui ont été croisés dans les deux sens, mâle-femelle, femelle-mâle. Donc il y avait 30 croisements par population. Et Jean-Pierre, il en a choisi certains. Donc une année, il avait, je ne sais plus, 60 ou 80 croisements biparentaux, donc juste la descendance d'un croisement. Et puis là-dedans, il a refait de la sélection. Et puis Vincent, il a fait de la sélection dans une pop, dans une autre, enfin voilà. Et puis on a plusieurs lieux de multiplication. Donc avec ce que vous expliquait Vincent, une population qu'on met dans un terroir fertile, on met la même dans un terroir plus difficile. Eh ben, les proportions entre les descendances de croisement ne vont pas évoluer pareil. Du coup, on a encore des choses différentes. Voilà, vous imaginez un petit peu le potentiel créatif que ça donne en 5-6 ans là. Voilà, on a beaucoup de populations différentes aujourd'hui. Et donc, c'est bien d'avoir tout ça. Alors voilà, donc on a plein de populations et puis on a plusieurs lieux aussi de culture et d'essais. Donc en 2021, 2022, 2023, 2024, tiens, il y a 2024, il y avait un agriculteur en plus. 2025, on a encore élargi le réseau d'essais. Alors, ce n'est pas les réseaux d'essais qu'a montré Bernard, on n'en est pas encore là. Mais voilà, on voit que ça s'élargit. Donc, en fait, on commence à avoir plein de choses, plein de données. Et au fur et à mesure des ans, voilà, je voulais vous montrer là que vraiment, les données qu'on peut avoir,
ça se multiplie. On a de plus en plus de populations et de plus en plus de lieux dans lesquels c'est cultivé. Du coup, ça amplifie les possibilités, la créativité. Donc maintenant, on est un petit peu à un moment où on se dit « Ok, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc c'est bien beau en fait d'avoir un peu de, je sais pas, d'émulation collective à la créativité. Franchement, dans notre métier de paysan, il me semble qu'on en a besoin. Donc moi, je me suis totalement plu dans cette démarche-là parce qu'il fallait être créatif et on ne s'est pas donné de limites. Maintenant, il faut qu'on soit un minimum sérieux. Et la question se pose, hein, donc sélectionner, c'est faire du tri. On a brassé le plus large possible. Maintenant, il va falloir qu'on sélectionne. Et encore une fois, on se donne du temps. Je ne sais pas si vous... Voilà, le temps passe. On n'a pas encore notifié à UBS de MHB. Pour moi, ce n'est pas une priorité encore, parce qu'il y a encore énormément de choses qu'il faut qu'on vérifie avant d'aller au bout. Bien sûr, des caractères agronomiques, donc on a toutes les composantes de rendement, on a des observations sur les adventices, sur les maladies, etc. Donc ça va nous aider à sélectionner ceux que l'on a mis en place jusqu'à présent. On va aujourd'hui mettre en place aussi des critères technologiques. Enfin, on a déjà commencé, c'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir été créatif, mais si ce qu'on met en place ne correspond pas à ce qui attend la filière, arrêtons, enfin, ça sert à rien, quoi. Ok, on a fait un bel exercice de créativité, mais ça va pas plus loin. Donc là, on revient sur un schéma classique où on veut réduire. Mais on sait aussi qu'il va falloir discuter, échanger sur cette thématique parce que les valeurs technologiques, comme vous l'avez vu, on se laisse un libre cours à plein de choses, mais on a besoin de la filière. Et c'est un des objectifs aujourd'hui d'impliquer la filière, c'est que d'abord la filière, il faut qu'elle soit consciente de ça. La créativité qu'on a mis en place, c'est pour nous une source d'adaptation aux aléas. Maintenant, il va falloir qu'ensemble, on arrive à réduire la voilure. Et un autre élément encore important pour réduire la voilure, c'est la perception des autres agriculteurs, aussi les sensibiliser, les autres agriculteurs. Est-ce que l'adoption de cette sémence-là va se faire facilement ou pas? Et c'est pour ça que depuis 2 ans, on élargit les essais dans les autres fermes pour avoir les retours d'expérience. Bien, maintenant, regard critique sur cette méthode. Il y a des limites, bien entendu. On est dans un schéma participatif et le schéma participatif, il y a de l'inertie, il faut se comprendre. Et c'est pas toujours facile. On récupère plein de données, on manque encore de toucher des résultats très nets et ça prend du temps parce qu'on veut aussi mettre de la méthodologie d'évaluation très forte. C'est une méthode nouvelle en cours d'acquisition, donc automatiquement on ouvre beaucoup de questions par rapport à ce qu'on aimerait fermer comme certitude. Mais je pense que c'est vraiment le travail d'une nouvelle méthode de passer par là. Alors c'est très intéressant intellectuellement parlant, encore une fois. C'est nouveau et du coup on a du mal à toucher ou à partager. La vulgarisation et pour nous la pédagogie c'est vraiment important. On a essayé de faire l'effort aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous allez en retirer, mais comme c'est assez nouveau, il faut que ça soit parlant, il faut qu'on arrive à se comprendre, donc ça c'est un point important. Et bien sûr on est parti sur un projet de recherche, on ne l'a pas dit, c'est financé initialement par le projet LiveSeed, seulement avec les acteurs recherche et nous, mais on aurait dû mettre quelqu'un de l'aval dès le départ. Donc maintenant on le sait, on va pouvoir faire évoluer ça très rapidement. Et puis c'est aussi bien beau d'avoir passé du temps. Heureusement, on a des projets qui nous ont subventionnés, mais derrière, c'est pas ça qui fait vivre aujourd'hui UBS. Et ça, c'est quelque chose qui me bloque aussi, c'est qu'on n'a pas encore le modèle économique qui nous permet d'y aller. Et c'est pour ça qu'on veut d'abord faire de la pédagogie, d'abord parler de comment ça se passe dans nos champs, pour pouvoir imaginer un ensemble, un futur collectif, parce qu'on sait que la filière aussi a des engagements à tenir dans ce genre de méthodologie. Bien, et puis maintenant qu'on a vu les limites, c'est en synthèse, qu'est-ce qu'on retient, quoi. Finalement, on n'a pas utilisé des gros moyens, on a utilisé les moyens de notre temps, quelques agriculteurs. Il faut vraiment aussi rappeler les valeurs de chacun dans la démarche participative. Et là, moi, un énorme merci à Isabelle, qui pour ça est quelqu'un d'extraordinaire. On a des grandes pensées pour elle aujourd'hui. On a réussi à faire de la créativité. On a réussi à se mettre dans des conditions réelles d'agriculteurs. On sait qu'on est divers et on a réussi à prouver cette diversité, que cette méthodologie, elle passe dans diverses situations. Pour moi, l'empowerment est énorme. Enfin, si j'avais un truc à retenir, c'est paysans, reprenez en main la sélection. Et c'est un peu d'énergie, mais je pense que c'est en passant par là aussi qu'il va falloir qu'on avance par rapport à la hauteur de la marche qui est devant nous. Et puis bien sûr, c'est une méthode évolutive, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la remettre un peu à sa sauce dans différentes situations. Donc oui, elle est prometteuse. On n'a encore rien démontré et on espère démontrer plein de choses.
Et on pense aussi que l'échelle de la coopérative est une très belle échelle. À la coopérative, on est petit, hein, je n'ai pas présenté tout à l'heure, on est 150 adhérents au COSEBI. Avec Biocer, on va être allé 300. On n'est vraiment pas grand-chose, mais là, on parle de blé. Le fait d'être 300, c'est-à-dire qu'on va peut-être avoir quelques passionnés qui vont se mobiliser. La méthode, on la connaît, on l'a dans les mains. Et peut-être que d'autres collègues vont pouvoir explorer d'autres espèces. Et c'est ce qu'on espère par la suite, parce que ce n'est pas que le blé qui va nous sauver dans nos systèmes si on veut faire face aux aléas. Et je crois que c'est terminé. Donc on remercie bien Isabelle et Jean-Pierre. Et bien sûr les techniciens des COP aussi. Merci à vous. Merci. Et donc maintenant, on va changer d'espèce. On va rester sur de la diversité des populations évolutives, mais sur une autre espèce. Donc je laisse la parole aux Emma. Bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, on est les deux Emma et on va vous parler d'une méthodologie participative et multi-acteurs plutôt de création de populations diversifiées d'avoine. Donc voilà, on change d'espèce et puis on change aussi de méthodo par rapport au CCP que Estelle et Vincent vous ont présenté. Et voilà, en fait, on avait aussi envie de vous montrer un projet qui soit concret et qui soit en cours. Il est en cours depuis 2 ans maintenant, avec une diversité d'acteurs. Du coup, le contexte du projet, alors c'est un peu comme ce que vous avez dit en blé. En blé, en bio, on n'a pas beaucoup de sélection, mais alors quand on sort du blé, c'est pas beaucoup mieux. Donc sur l'avoine, on était un petit peu pauvre et un petit peu à la rue. Sauf que, comme vous l'avez bien compris tout au long de la journée, nos agriculteurs, ils ont besoin de support là-dessus. Ils ont besoin de semences qui soient adaptées à leur terroir. Et il n'y a pas que les agriculteurs qui ont besoin, il y a aussi nous, les industriels. Nous, je ne suis pas industrielle, mais en tout cas nos clients, qui ont besoin d'avoir aussi des produits qui correspondent à leur processus. Et là, quand je parle avoine, je parle entre autres de décortiquage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, COSEBI, on a une usine de décortiquage. Et si on veut rapporter de la valeur à nos adhérents, il faut qu'on soit capable de bien décortiquer. Et pour bien décortiquer, il faut aussi des avoines adaptées. Et c'est de là que vient le projet. Et quand on a parlé toute la journée de diversité, c'est aussi vrai bien sûr pour l'avoine, mais c'est aussi vrai que si on a de la diversité et de la stabilité, on le verra, ça nous amène aussi de la stabilité, nous, dans nos processus de décortiquage. Et si on amène de la stabilité là-dedans, on peut amener de la stabilité de revenus à nos adhérents, parce qu'on sera capable de bien valoriser leurs produits. Et enfin, ça a aussi été dit tout au long de la journée, donc je suis désolée, je suis un peu d'érudite, mais on insiste sur les MHB et sur ça, ce qu'on est en train de faire sur l'avoine. C'est aussi redonner un peu du sens aux adhérents et la maîtrise de la filière tout au long aux agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, avec les semences, on l'a parfois un petit peu perdu. Et on souhaite que ça revienne aux fermes et que chacun puisse être acteur, et que les coopératives puissent être acteurs, et que l'aval soit acteur. Et c'est là ce qui fait la différence dans ce projet. C'est que c'est un projet où on a inclus l'aval dès le début, et c'est même l'aval qui est venu nous chercher. Et c'est l'aval, là, donc c'est Cereco. Cereco, ils sont basés en Bretagne, à côté de Rennes. Ils produisent des céréales de petit déjeuner sur la marque, entre autres, Grillon d'Or. Donc c'est des produits bio de petit déjeuner. Vous pouvez goûter, c'est très bon. Et en fait, eux, ils avaient vraiment le souhait, donc ils ont aussi une usine de décortiquage qui est dans les Deux-Sèvres, et ils avaient le souhait d'utiliser une population justement qui soit adaptée à leur process. Et ils veulent que ça représente à peu près 10% de ce qu'ils consomment. Mais c'est aussi parce qu'ils ont le souhait d'être engagés sur la biodiversité, tout simplement, pour le futur et pour être là demain. Ensuite, il y a la COSEBI. Donc, COSEBI, on est une coopérative 100% bio céréalière située à Nitry, en Bourgogne. Nous, ce qu'on veut, c'est, comme tout le monde, on veut de la résilience face au changement climatique. Donc, ça se passe par les semences pour les adhérents. Et ça se passe aussi via l'optimisation de nos process industriels avec des avoines qui viennent des champs qui sont adaptés à notre usine pour nous permettre le meilleur décortiquage possible et du coup le meilleur revenu derrière.
Et puis du coup, le troisième acteur, c'est d'une graine aux autres. Donc, comme Estelle l'a dit, on est une activité qui a pour objectif final le développement de la biodiversité cultivée. Et pour ça, on a un peu 3 piliers, on va dire, ou 3 axes. Ça va être la sensibilisation sur ces sujets-là, parce que comme plusieurs personnes aussi l'ont évoqué, bah voilà, c'est le sujet de la semence. C'est aussi un sujet où on a besoin de rééchanger sur ce sujet à l'échelle des filières. Donc, sensibilisation. Ensuite, plutôt de la transmission et de l'accompagnement, que ce soit des accompagnements de collectifs ou on va dire de la participation à des projets. Et puis le troisième pilier qui est du coup de la sélection et de la sélection de PEPS. Mais ça, je vous spoile pas, je vais vous expliquer après ce que sont les PEPS. Donc notre façon de travailler ensemble, elle est assez classique, mais en fait, là, ce qui change par rapport aux autres projets, c'est qu'on a vraiment inclus l'aval dès le début, et ça a permis de bien sélectionner les besoins de tout le monde, et aussi de mutualiser les compétences. Après, dans l'organisation, on fait un comité de pilotage, un copil à peu près 1 fois par trimestre. On essaye de se voir 1 fois par an en physique, parce que du coup, il y a une partie en Bourgogne et une partie en Bretagne. Donc on n'est pas forcément à côté, mais ça n'empêche pas de travailler ensemble. Et on réfléchit à potentiellement inclure des nouveaux partenaires. Et pour ça, on travaille actuellement sur une charte un peu de comment travailler ensemble et quelles règles on se fixe pour bien travailler ensemble et progresser. Alors justement, sur quelle méthode on s'est accordé ces 3 partenaires pour sélectionner des populations diversifiées et à la fois qui répondent aux enjeux qui ont été contextualisés par Emma. En fait, on utilise une méthodologie qui a été développée dans des projets de recherche. Donc, il y a eu le projet LifeSeed qui a été évoqué, mais aussi le projet DiversiFood. Voilà, un enchaînement de plusieurs projets de recherche européens qui avaient tous pour objectif le développement de la biodiversité cultivée dans un objectif d'adaptabilité au changement climatique, aux pratiques, voilà. Et en gros, les 3 questionnements majeurs, c'était comment on remobilise des ressources génétiques qui sont sous-utilisées. Comment on le fait de manière optimisée et comment on le fait d'une manière qui soit appropriable dans les fermes avec des méthodologies qui soient faisables à la ferme. Donc ça a donné une méthodologie qui est innovante parce que même si en sélection on utilise les ressources génétiques, là on les utilise de manière originale, on va dire. Ensuite, elle est artisanale et sur mesure parce qu'elle se base aussi sur les principes de l'IFOAM, la Fédération internationale des mouvements de l'agriculture biologique, qui notamment mentionne pas de biotechnologie dans l'historique de sélection. Elle est participative, mais ça on l'a déjà dit. Et puis donc pour la bio et pour l'agroécologie, pour favoriser l'autonomie. Comment ça se passe ? Pardon. Très rapidement, mais si vous voulez, on pourra en rediscuter par la suite. C'est la méthodologie qui nous permet de créer les fameuses PEPS, ça veut dire population évolutive présélectionnée. Pour faire ces PEPS, en gros, la première étape, c'est de choisir une espèce. Là, ça va, on a choisi l'avoine. Une fois qu'on a choisi l'espèce, on sort les fameuses ressources génétiques qui sont stockées dans des banques de semences. On en sort par espèce entre 100 et 200 échantillons. Alors à chaque fois, je vais utiliser plusieurs mots pour la même chose, mais échantillons, accession, population. Désolée, voilà, des fois j'utilise, mais c'est la même chose, en gros. Une fois qu'on les a sortis, on les multiplie. Il faut savoir que par échantillon ou accession, on reçoit entre 50 à 100 graines. C'est tout petit. Donc, ces 200 échantillons de 100 graines, il faut les multiplier. Donc, une fois qu'on les a multipliés, on arrive là. Donc, en gros, un point égale un échantillon. Pendant qu'on les multiplie, évidemment, on les caractérise, c'est-à-dire qu'on les observe. Et, comme on disait, c'est un processus multi-acteur, c'est-à-dire que
à partir du moment où on les met au champ, on essaye on implique la totalité des filières, et notamment dans les critères d'observation et de caractérisation. Et une fois qu'on a caractérisé ces ressources génétiques, l'idée, c'est bien, vous l'avez compris, de maximiser la diversité génétique, donc on va les mélanger. Comment on va les mélanger? Sur les critères des filières. Par exemple, en avoine, on a fait une population gros PS pour le décortiquage. Mais on peut aussi faire sur des critères agronomiques, type la précocité, le tallage, des choses comme ça. Et puis, une fois qu'on a créé ces PEPS, donc vraiment qu'on a mélangé physiquement les échantillons, on va vérifier que les critères pour lesquels on les a sélectionnés se maintiennent dans le temps, et notamment en les cultivant à différents endroits, ces PEPS. J'ai essayé de vous résumer pour que vous puissiez vraiment vous visualiser la méthodo de plusieurs manières. Donc la première, c'était avec mes ronds là. La deuxième manière, c'est avec des photos. Donc c'est toujours la même chose. Les ressources génétiques, elles sont stockées au froid. Là, par exemple, c'est des ressources de l'Icarda. On les sort, on les met au champ. Là, c'est pas des avoines, c'est des lentilles, mais ça faisait des carrés de 37 cm de côté, pour vous donner une idée. Une fois qu'on les a multipliés, ça fait plutôt 15 mètres là, de long. Et puis, l'objectif, c'est d'amplifier au champ et de vérifier les caractéristiques des PEPS. Encore une autre méthode pour vous expliquer. En gros, là, c'est juste pour que vous ayez une idée de la temporalité. Évidemment, vous le savez toutes et tous, la sélection, c'est long. En gros, on fait à peu près 3 à 4 ans d'amplification, à peu près le double pour faire des PEPS et les observer, et puis ensuite du suivi plutôt au champ jusqu'à la mise en production. Et là, on voit bien aussi la complémentarité de compétences et l'intérêt du multi-acteur. Au début, quand on sort, c'est quand même plutôt les mains d'Inrae et de d'une graine aux autres qui mettent au champ, mais on discute dès la base ensemble, et au fur et à mesure, ça se décale vers la production, vers les COP, et puis vers la transformation. Vous imaginez bien que oui, voilà, avec des carrés de 37 cm, on va pas trop aller mettre ça dans une décortiqueuse. Voilà. Donc, on en est à peu près pour l'avoine, on en est à l'année N+6. Et donc, il y a déjà des avoines qui sont sur la plateforme de la COSEBI, et puis le reste sur une plateforme en Bretagne, donc qui est co-gérée Inrae d'une graine aux autres. Ah oui, voilà. Et donc des premiers résultats qui sont encourageants. Donc vraiment rapidement, il faut vraiment qu'on exploite les données plus longuement. Mais là, on vous a résumé donc pour plusieurs critères des notes que pour des PEPS. Donc on vous a mis la moyenne des notes pour des différentes PEPS qu'on a faites pour plusieurs critères, et puis les coefficients de variation. Et c'est intéressant de regarder les deux, parce que les coefficients de variation, en gros, ça donne une idée de la dispersion, en fait, en gros, plus le coefficient de variation il est resserré, plus c'est stable d'un point de vue des résultats. Et donc, par exemple, si on regarde le PS par rapport aux accessions, donc qui sont les échantillons en pur sur lesquels qu'on a utilisé pour faire les PEPS, on voit que pour le PS, on a globalement une moyenne de PS plus importante et un coefficient de variation plus resserré. Donc en gros, on peut dire que sur le PS, globalement, on a un PS qui est intéressant quand on compare les PEPS vis-à-vis des accessions. Ce sera évidemment à exploiter sur plusieurs années, sur plusieurs sites. Et juste pour conclure, donc aujourd'hui, d'un point de vue financier, comment on fonctionne, en fait, c'est chaque partenaire qui finance proportionnellement à son nombre de salariés. Enfin, on a pris un critère de nombre de salariés
pour financer le travail qui est fait d'une graine aux autres, qui est un travail assez conséquent. Et là, la réflexion qu'on a en cours, donc c'est comme sur ce qu'on a vu avant sur le blé, en fait, c'est quel modèle économique pour commercialiser ces PEPS. Si déjà, au bout du travail de recherche, on se dit chouette, les PEPS, c'est cool et c'est ce qu'il faut, il faudra derrière trouver le modèle économique. Donc on a quelques idées, mais s'il y en a qui sont créatifs, n'hésitez pas à faire part de vos idées. Merci. Alors, je suis désolée, j'ai un peu double rôle cet après-midi, mais voilà, si vous avez noté des questions, que vous voulez en savoir plus sur les différents exemples qui ont été donnés, eh bien, la parole est à vous. Pendant combien? Un quart d'heure? C'était tout clair? Ah non, il y a une question là-bas. Oui, Didier Findinier, donc je suis administrateur à Bioserre. Je pensais voir Isabelle Gaudringer, mais bon, c'est pas grave, j'espère qu'elle va bien. Je suis passionné de variétés anciennes. J'ai créé une filière avec Initiative Design et Bioserre, enfin impulsée, je ne suis pas seul, mais pour service des boulangers et des Biocoop. Donc je suis content, je savais pas, je découvre qu'Ubios fait ce travail-là depuis 4-5 ans, je ne le savais pas. Je suis surpris agréablement. Et moi, je trouve que c'est bien ce qui est fait. Moi, je veux bien accueillir un essai chez moi dans le Nord. Si vous avez les moyens de diversifier les terroirs, je veux bien. Par contre, je trouve qu'on ne va pas assez loin dans la recherche. Il faut absolument travailler avec des nutritionnistes pour savoir quelle valeur ajoutée que ça a sur la santé. Et aussi sur le rendement, moi, je pense aux semi-précoces de blé, voire très précoces, en les associant à des plantes compagnes, en les faisant pâturer par des moutons en fin d'automne, tout ça pour favoriser le talage, favoriser le rendement. Et puis aller chercher l'azote organique à l'automne, quand nos sols ils sont chauds et humides, alors qu'au printemps, nous, ils sont froids. Et je pense que c'est comme ça qu'on va augmenter le rendement. Mais voilà, c'est un travail de recherche. Souvent, les agriculteurs, ils n'ont pas le temps et pas les moyens de le faire. J'ai envie de te répondre que la porte est ouverte, ça c'est clair. Mais si tu viens avec plein d'idées, le problème c'est qu'on va encore démultiplier. Donc la méthode, elle existe, on peut très bien la partager. On peut aussi se refaire des tests sur une situation donnée chez toi, sur un exemple particulier. Il n'y a pas de problème, ça peut être envisagé. La question d'accueillir sur ta ferme, oui, parce que c'est de plus en plus... Enfin, on est à la recherche de retour d'expérience, donc ça, oui. Tu peux avoir les CCP 1, 2 et 3 équilibrés qui peuvent être chez toi sans problème. Et surtout, il faudra nous faire un retour. Donc tu rentreras dans la boucle. Il n'y a pas une charte chez nous, mais il y a pas mal aussi de formalisation de choses. Et sur la question nutritionnelle, moi je pense que c'est un volet qui est tellement énorme. Alors moi j'ai pas les billes vraiment, mais j'ai déjà posé plein de questions à pas mal de gens. C'est vraiment quelque chose qui serait très lourd à porter. Si on a de l'énergie, il faut y aller, il faut trouver les acteurs. Je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent et on a toujours et c'est assez constructif parce qu'on allait chercher les personnes ressources. Pareil, la porte est ouverte, mais je pense que d'autres personnes dans la salle sont sans doute bien plus compétents que moi sur cette question-là. Et je sais que c'est une porte ou un puits sans fond, quoi. Ah. Non, si dans la salle vous avez s'il y a des nutritionnistes, parce que on a essayé d'explorer au plus large les acteurs présents aujourd'hui. Bon, sinon on se garde ça sous le coude, mais là ce que tu mets en avant finalement c'est la santé des consommateurs. On n'en a pas parlé des consommateurs, mais bien sûr qu'ils sont présents. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des clarifications? Ouais, j'ai plusieurs questions, je vais faire une salve. La première sur purement la partie sélection. Est-ce que vous avez observé des régressions génétiques? Parce qu'à force de faire des populations, on a toujours une tendance à avoir la croissance, sauf que quand on regarde des dynamiques de population en termes de génétique, des fois on a des régressions en fait, génétiques qui fait que des populations qu'on imaginait à un moment prépondérantes vont disparaître au fur et à mesure. Donc, et ce n'est pas tout de suite dans les générations, il faut attendre plusieurs générations pour l'observer. Donc est-ce que vous l'observez? Ce qui fait que ça pose la question effectivement de la dynamique de ces variétés populations dans le temps. Parce qu'à un moment donné, si on l'imagine la sélectionner sur tel ou tel critère, puis finalement dans 10 ans après, ça disparaît, c'est-à-dire la durée de vie de ces variétés populations, quelle est-elle?
Et ça va avec la question sur le modèle économique, c'est-à-dire que si on considère que c'est contrairement à un hybride F1 dont on parlait ce matin, on a une durée de vie qui est liée à l'obtention et au brevet. Là, c'est une durée de vie qui est liée à la dynamique de population. En termes de modèle économique, alors j'ai bien compris l'exemple qui était fait sur la floconnerie où on a le filière aval qui s'est mobilisé pour cofinancer quelque part la sélection. Est-ce qu'on peut imaginer ça à l'élargissement un peu, sachant que ce financement, il est finalement temporaire parce que la variété population, elle est un peu en CDD, quoi. Vu qu'elle va évoluer dans le temps en fonction des conditions périodoclimatiques et de la génétique même intrinsèque à la variété population, est-ce que ça veut dire que le financement, il est un temps donné et au bout d'un certain temps, le financement cesse et soit c'est part dans le domaine public, soit on considère que la variété population n'existe plus en tant que telle. Voilà, je pose des questions un peu globales sur... C'était adressé à qui plutôt pour... à tout le monde, d'accord. Tout le monde, ouais, c'était très. Merci pour la question. C'est hyper intéressant ces sujets-là et en effet, je vais essayer de refragmenter votre question, mais d'abord pour la question de l'évolution dans le temps des populations. En effet, nous, alors déjà. On a du mal à parler de régression parce que justement les PEPS, ça veut dire population évolutive présélectionnée, mais les CCP, il y a un peu ça aussi. C'est-à-dire que on part du principe qu'on veut que ce soit des populations qui aient des capacités d'adaptation et donc qui aient des capacités d'évolution dans le temps. Mais en effet, ça, un chercheur qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, Salvatore Ceccarelli, il le dit, en fait, il dit la sélection et surtout des populations évolutives, c'est une conjonction entre en gros la sélection naturelle et puis la sélection humaine. Et donc en effet, ces mélanges, il faut toujours continuer de les travailler, toujours continuer de les caractériser. Après, nous, par exemple, sur les PEPS, je sais moins pour les CCP, mais en tout cas, il n'y a pour l'instant pas d'analyse génétique pour vérifier que tel ou tel génotype, voire tel ou tel phénotype dans la population va disparaître. Ce qu'on regarde, c'est plutôt comment le critère d'intérêt perdure dans le temps. Et ça, en effet, on y fait attention et on est toujours en train d'essayer de conserver nos accessions de base pour savoir s'il n'y a pas besoin d'en rajouter dans le mélange. Enfin voilà. Mais en effet, on a du mal à parler de régression au sens juste génétique du terme. On va plutôt parler d'amplification ou de rediversification du mélange. Par exemple, je sais qu'en céréales à paille, une des grandes questions justement avec la compétition, c'est que les populations, elles ont tendance à monter, voilà. Donc ça pose plein de questions de comment on fait pour pas que ça verse. Voilà, il y a plein de méthodes différentes pour y répondre. Voilà. Et sur la question économique, ouais, du coup, on a un tout petit peu commencé à en parler. C'est vrai que c'est une très grosse question. Et dans les projets européens, il y a notamment les Danois qui ont commencé à essayer d'y répondre. En fait, ils comparent les méthodologies de financement des royalties avec des choses sans royalties. Ils disent les royalties, c'est en fait du post-financement, c'est-à-dire qu'on finance le travail de recherche a posteriori. Et donc, est-ce qu'on n'essayerait pas de faire une forme de pré-financement, c'est-à-dire qu'on dit qu'on s'engage dans un projet de recherche et en fait on le finance tout de suite, mais ça veut dire aussi sans certitude de résultat. Mais par exemple, là, c'est aussi ce qui est dit, que ce soit dans le projet Life Seeding ou des PEPS, c'est-à-dire que c'est exprimé dès le départ du projet, voire ce sera mis dans la charte, j'en sais rien, mais qu'on ne peut pas donner d'assurance de résultat. En revanche, on s'engage dans ce processus de diversification. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Ouais. Eh bien, sur la question de la régression, ça amène... donc, on ne va pas forcément parler de régression, mais on va aller vers comment on entretient plutôt ces mélanges ou ces populations pour que leur qualité perdure. Donc finalement, on ne va pas les regarder plante par plante si ça régresse ou pas. Par contre, on va travailler à comment est-ce qu'on gère ces populations pour les entretenir. Et ça, c'est des choses qu'on va travailler, je pense, dans les années qui viennent avec Isabelle Goldringer sur la gestion dynamique. Voilà. Comment on entretient, quel est le travail, non pas de sélection, mais d'entretien des populations quand elles fonctionnent. Et puis pour le préfinancement, là oui aussi, je ne sais pas si c'est
Enfin, en fait, avec Emma, on se dit souvent que en fait, nous, notre travail, il réussira si dans des dizaines d'années, en fait, nos populations, elles sont toujours cultivées. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de préfinancement. On crée les populations, une fois qu'elles sont créées, voilà, elles vivent. Si nous, on a été payés pour notre travail, c'est ça qui compte en fait. Mais toujours avec cette idée que quand on démarre, on ne sait pas où il va. Et si tu dirais quelque chose sur le fait que la régression ou tout ça, que... Si je dois le dire, je vais le dire. non, mais si, sur ces, en fait, j'en reviens à ce qu'on évoquait pour moi, les intérêts de telle démarche, c'est qu'on ouvre encore des nouvelles questions. Et heureusement, on a des chercheurs qui sont là pour peut-être se focaliser sur la nouvelle question de la dynamique, comment on gère la dynamique, quoi. Donc on se la pose cette question, on la constate. Nous, paysans, c'est une question qui est bien trop grande pour nous. Mais encore une fois, c'est ce genre de questions qui émanent de nouveaux projets comme ça. Et j'espère que la recherche prendra ça en main, à l'étudier finement pour nous apporter des clés de gestion des populations dynamiques. Peut-être un élément de réponse supplémentaire. Donc, à Présente-toi, c'est bon, on entend ? Oui. À l'INRAE, avec Isabelle Goldringer, on va aussi utiliser des simulations d'évolution de la diversité génétique pour essayer de répondre à voir quelle stratégie de gestion de ces populations est plus ou moins propice pour maintenir la diversité génétique. C'est un projet qui est sur le point de démarrer. Oui, bonjour, Simon Brisonneau, Réseau Semences Paysannes. Moi, je voulais vous féliciter, vous remercier aussi de nous partager ces méthodos et cette façon de travailler. Je crois qu'aujourd'hui, on est à une période de grand basculement. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir qu'on peut produire de la valeur autrement que forcément en focalisant sur la question économique. Produire la sécurité alimentaire de demain, c'est un travail de longue haleine et on sent là qu'on est en train de toucher à des nouvelles approches, notamment comment rendre un terroir fertile. Un terroir fertile, évidemment, c'est un terroir qui gère ses semences comme une forêt. On n'imagine pas une forêt, faire appel à une forêt à 500 km pour obtenir des glands ou des éléments pour pousser à nouveau dans son terroir. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va placer ailleurs la question de la rentabilité. Et on voit aussi que produire de la sécurité, c'est pour demain une question de valeur. Un système agricole qui est capable de gérer une grande biodiversité et aussi avec des compétences. Là, on voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui interviennent. Ça paraît une question essentielle qui malheureusement est encore un épiphénomène, mais qui pourrait grossir et amener une vraie sécurité pour l'avenir. Oui, je voulais réagir par rapport à l'échange qu'il y a eu juste avant. C'était plus par rapport à faire un lien avec ce qui avait été abordé ce matin aussi, en disant qu'il y avait des années de plus en plus extrêmes qui allaient arriver. Et du coup, comment on peut entretenir justement cette dynamique en se disant qu'une année, on va avoir sélectionné les génotypes qui vont être favorables à une sécheresse et une autre, finalement, ça va être la pluviométrie. Donc, comment s'adapter à tout ça, sachant que d'un an à l'autre, on est encore moins certain de l'évolution, quoi. Est-ce des craintes que vous avez aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion là-dessus ? Je pense que je pourrais seulement être très simpliste dans ma réponse, je suis désolé. Pour moi, en fait, c'est une question de régression ou d'amplification. Et alors, à certains moments, peut-être qu'on va perdre définitivement une génétique particulière. Mais en fait, c'est souvent des questions de régression et propension. Donc, on pense, le schéma que je vous ai présenté, il y avait quelques individus qui ont disparu, peut-être parce que c'était une météo qui n'était pas favorable, mais il en reste encore une petite partie de cette partie génétique qui pourra se réveiller si les conditions sont plus propices à elle. Alors, on en a déjà discuté ça justement dans notre groupe, je crois une fois. Et la réponse d'Isabelle Goldringer, c'était que plus il y a de diversité, moins il y a de chances, enfin, moins la disparition de certains individus ou d'une certaine génétique a d'impact.
Et donc en fait, le fait qu'il y ait plein de diversité, on dit si on a une année comme ça, on risque de perdre tous les individus pour lesquels cette année n'est pas bonne. Oui, mais en fait, comme il y a plein de combinaisons de toutes sortes, ce schéma-là, il est trop simpliste, et donc on va perdre certains individus avec la caractéristique qui ne correspond pas à l'année, mais en fait, il y en aura d'autres qui vont la garder parce qu'ils auront d'autres caractéristiques qui finalement font qu'ils s'en sortent dans l'année. En fait, le vivant, il est tellement complexe que notre raisonnement, finalement, il est trop restreint. Et en fait, je pense que le pari qu'on fait avec ces deux exemples qu'on vous a présentés, c'est vraiment le pari qu'on ne va pas tout maîtriser, mais qu'on le sait. En vrai, moi, je trouve que la méthode qu'on développe avec Emma, on n'a rien inventé. Ça vient beaucoup du réseau Semences Paysannes, des agriculteurs qui font des mélanges. À chaque fois, on leur dit c'est quoi ta variété favorite? Oh, c'est mon mélange, ma variété qui marche mieux. Bon, c'est mon mélange où je mets un peu plein de trucs. Et il y a ça, en fait, cette intuition qui est formalisée maintenant par la recherche, qu'en fait, plus il y a de diversité, plus c'est stable, et qu'en fait, c'est pas un coup du sort du climat une année qui va mettre en péril la viabilité d'une population. Ça va peut-être la secouer, mais plus il y aura de diversité, peut-être moins elle sera secouée fort, quoi. On espère en tout cas. En tout cas, c'est le pari qu'on fait. Mais certains chercheurs ont montré que ça marchait, donc on y va. Pour préciser cette stabilité-là, il faut des grandes tailles de population si on veut maintenir beaucoup de diversité, et surtout quand il y a des claques de sélection. Donc, et il faut penser cette stabilité-là en métapopulation, c'est le terme un peu violent qu'on utilise en génétique, c'est-à-dire qu'on a différentes populations, et donc chacune maintient une diversité différente. Et que c'est cette richesse-là, la possibilité d'aller chercher dans d'autres populations. Et donc, il faut raisonner l'ensemble des populations qui sont maintenues dans le réseau. Et c'est ça la force du réseau, en fait, qui maintient et qui permet surtout des nouvelles adaptations. Et des nouvelles adaptations, pour moi, c'est quelque chose de très important, à des pressions de sélection sur lesquelles, actuellement, on n'a pas de connaissances scientifiques. C'est-à-dire que l'avantage de la sélection et de l'évolution, c'est qu'elle adapte à des pressions de sélection sans qu'on connaisse les mécanismes, contrairement à d'autres méthodes où on veut intervenir chirurgicalement, mais il faut toutes les connaissances pour réussir à faire de la sélection. Donc c'est la beauté de la sélection à la ferme, et aussi des sélectionneurs conventionnels. Merci Jérôme. Et en fait, je crois que de ce que tu as dit, j'entends derrière, vous avez entendu cette notion de dynamique, d'évolution dans le temps, et d'être en réseau, de gérer. Donc la gestion dynamique. Voilà. Voilà. Merci pour l'illustration. Ouais, juste un petit mot que j'aurais pu dire aussi ce matin. Je trouve qu'il y a une ressource génétique qui est trop peu utilisée, aussi bien par les créateurs de population que par les créateurs de variétés. C'est la liste de conservation, la liste C du catalogue, qui est aussi la liste des variétés de niche en Suisse, par exemple. Selon les pays, il y a une lecture soit conservation vraiment stricte des variétés anciennes, un féodé à un territoire. En France, c'est plutôt comme ça, et c'est essentiellement des légumes anciens, des variétés anciennes de légumes qui sont dessus. Mais dans les pays germaniques, il y a une lecture beaucoup plus large de conservation des ressources génétiques. C'est de cette liste C, que viennent les MHB allemandes, par exemple, puisqu'on peut y inscrire des variétés modernes, comme des variétés anciennes locales, avec une extension assez facile entre agences, je dirais, de l'Allemagne vers l'Autriche, vers la Suisse, vers le Luxembourg. Et du coup, ça fait une ressource qui intéresse. Alors, cette liste C, c'est pas de valeur agronomique et technologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le coût près des 100 plus 3% de rendement par rapport aux témoins des 10 dernières années, une DHS allégée et des volumes de multiplication limités, mais quand même intéressants, qui permettent de conserver in situ cette diversité et des qualités technologiques ou agronomiques qui n'auraient pas pu passer l'épreuve de validité du rendement, et qui peuvent être très intéressants, comme par exemple la teneur en anthocyane et en carotène, en antioxydants,
ou d'autres caractéristiques comme la couverture du sol, etc. Et il y a là-bas, dans ces listes à piocher, et aussi peut-être à faciliter leur... d'autant que c'est des pays plus continentaux que les nôtres, donc qui ont quand même accumulé des capacités de résilience aux coups de chaud en particulier, et peut-être d'autres aspects intéressants. Voilà. Merci Philippe. On va s'arrêter là pour passer à la séquence prochaine. Peut-être qu'on peut dire juste en conclusion que cette diversité, elle ne recherche pas la performance maximale, mais qu'elle recherche de la robustesse. Voilà.